Est-ce que l'Ukraine fait partie du banquet de peuples européens? Comment résister par la parole poétique et par le théâtre en temps de guerre? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Laurent Godet, l'écrivain, lauréat du prix Goncourt de 2004, l'auteur de Nous, l'Europe, banquet de peuple. Laurent Godet a adapté son texte mis en scène par Roland Osé pour l'offrir à la jeune troupe théâtrale de Kiev. La pièce a été jouée à Kiev le 25 et le 26 mai 2024. Elle sera en représentation unique au Théâtre de la Concorde jeudi le 6 juin à 19h30 en ukrainien, sous-titré en français. Bonjour Laurent, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes écrivain français, vous êtes lauréat du prix Goncourt pour votre roman de 2004, un roman Le Soleil de Scorta, un roman qui était traduit en plusieurs langues, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, 34 langues différentes, mais surtout, voilà, dans le contexte ukrainien dans lequel nous nous retrouvons, vous êtes auteur d'un texte qu'on pourrait appeler poème, que vous appelez poésie, en tout cas, elle figure dans la rubrique poésie, un texte sur l'Europe. Voilà, nous, l'Europe, le banquet de peuple. C'est un texte qui était montré à Kiev il y a quelques temps, il y a quelques jours, donc lors de Jours de Kiev. En fait, c'est un texte qui parle de l'Europe et qui va être aussi montré à Paris, dans le Théâtre de la Concorde, le 6 juin 2024. Alors, donc, c'est un texte absolument émouvant, qui est à la fois très sincère, je dirais même parfois, par moments, quelque peu impitoyable envers l'Europe, mais à la fois qui rend cette idée de l'Europe très claire et très, très sincère en fait. Qu'est-ce que pour vous l'Europe? Voilà, alors, bonjour Tatiana, je suis très, très heureux d'être là avec vous et je salue tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. La première question est une question difficile parce que qu'est-ce que l'Europe? C'est tellement de choses. Moi, je dirais que c'est une aventure politique tout à fait nouvelle qui consiste à décider qu'on va tenter de vivre ensemble plutôt que d'être dans la rivalité. En tout cas, c'est comme ça que c'est né après la Deuxième Guerre mondiale. Je fais juste une petite parenthèse. Quand on va beaucoup parler d'Europe, j'imagine ensemble, là, dans les minutes qui viennent, quand on parle d'Europe, en fait, moi, je parle de construction européenne et d'union européenne, hein, parce que sinon, on pourrait parler d'Europe depuis le temps de l'Antiquité grecque et tout ça, mais là, c'est vraiment ce livre auquel vous faites référence, Nous l'Europe, c'est vraiment sur la construction de l'Union européenne, de cette aventure politique un peu particulière. Donc oui, je pense que c'est une sorte de désir, d'utopie politique, de vivre ensemble, en fait. De vivre ensemble dans la diversité, dans la liberté, comme vous dites. Et il y a une phrase que j'avais retenue et après que je retrouvais dans la présentation même de votre texte sur votre page de l'auteur. Vous dites, vous écrivez, l'Europe, c'est une géographie qui veut devenir philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez développer davantage Oui, bah, c'est-à-dire que sur cela? c'est une géographie parce que c'est le point de départ. C'est les pays européens sont voisins les uns des autres, l'ont été de tout temps, ont donc une histoire commune qui est faite à la fois de commerce, de guerre, d'affrontements, de grands massacres, mais aussi d'échanges culturels euh, et autres, industriels. Donc, cette géographie-là, c'est notre point de départ. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Et là, c'est pour ça que je dis que c'est une géographie qui veut devenir une philosophie, c'est-à-dire on aimerait que de tout ça sorte non pas juste une juxtaposition géographique qui serait une sorte de fatalité, mais un projet, en fait, un projet commun, un projet politique, une philosophie, oui, pourquoi pas. Et je pense qu'effectivement, on peut définir, pour répondre à votre première question, l'Europe comme
une entité politique qui met au cœur de son système la démocratie, déjà, et la liberté individuelle, et ce qui est déjà beaucoup. Voilà, ça c'est déjà beaucoup que de pouvoir vivre ensemble et sans doute, vous écrivez en écrivant ce texte d'ailleurs, voilà, poétique on va dire, mais poétique à la fois théâtral parce que ce texte était mis en scène on va dire. D'ailleurs, voilà, d'abord vous avez reçu déjà donc le texte écrit en 2018, et donc ensuite, voilà, donc il a reçu le prix de livre européen en 2019 dans la catégorie essai, mais tout de suite il était mis en scène et vous l'avez montré, au festival d'Avignon, donc c'est un festival, très connu, pour nos auditeurs donc c'est-à-dire que c'est voilà, donc il y a les acteurs qui jouent tout cela et à un moment donné, vous avez proposé de rajouter dans ce texte déjà écrit et déjà, mis en scène, une nuance, une histoire, des répliques qui concernent l'Ukraine. C'est-à-dire, ça se passait après cette grande invasion, russe contre l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le dossier ukrainien vous a paru suffisamment important pour l'inclure dans cette famille européenne telle que vous décrivez dans votre texte? Alors en fait, il y a 2 raisons. La 1re n'est pas propre à l'Ukraine. La première, c'est que, on constate quand on écrit comme ça sur une, une, une aventure qui est encore en cours, que l'histoire va vite et que le texte a beau être finalement récent, puisque vous l'avez dit, hein, il a été édité en 2019, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est à peine 5 ans. Pour autant, il s'est passé bien des choses en 5 ans. Il s'est passé le Brexit, par exemple, qui concerne très directement l'Union européenne, il s'est passé la pandémie, et puis bien sûr l'invasion brutale et barbare de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Euh, quand le metteur en scène Roland Osé a eu envie de reprendre le spectacle euh, après le confinement, on s'est dit qu'il fallait un tout petit peu mettre à jour, nous, l'Europe, parce que les spectateurs, voilà, savaient ce qui s'était passé dans le monde entre-temps et que ça faisait bizarre de ne pas du tout en parler. Donc c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, à la reprise à Paris, quand le spectacle est revenu à Paris, on avait intégré quelques paragraphes qui faisaient mention de la guerre en Ukraine, parce que ça me semble fondamental. Ça, c'est la première raison, c'est une raison simplement d'essayer d'aller au même rythme que l'histoire. La deuxième, elle est plus centrale et elle est plus précise sur l'Ukraine, c'est que je crois que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine pose justement précisément la question de l'Union européenne, en fait, et du rêve européen. C'est-à-dire que euh, c'est parce que probablement dans l'esprit de Poutine, il y avait un risque d'une Ukraine qui se tournerait vers l'Europe qu'il y a eu cette espèce d'urgence d'envahir le pays. Donc ça montre bien qu'il y a là un enjeu politique fondamental et que nous, Européens, nous devrions aussi peut-être plus ressentir que nous ne le faisons. Euh, L'Ukraine est frappée aujourd'hui parce qu'elle s'est tournée et parce qu'elle veut se tourner vers nous. Donc c'est quand même un lien très fort. Oui, tout à fait, c'est un lien très fort et donc c'est ici à Kiev, on se rappelle encore en 2013-2014 cet hiver qui était très long, l'hiver, qui était marqué par le soulèvement populaire de Maïdan. Et donc on voyait les drapeaux de l'Union européenne ici sur la place de Maïdan où justement la police de ex-président Yanukovych tirait sur les gens et donc je me rappelle très bien voilà cette surprise dans les yeux des étrangers, des Européens qui ne comprenaient pas pourquoi les Ukrainiens qui ne sont même pas dans l'Union européenne sont prêts à se faire tuer pour, l'idée d'une Europe qui voilà, à laquelle, selon plusieurs, heu, personnes en Europe, on appartenait même pas à cette époque-là et donc c'est vrai qu'au cœur de cette agression russe, il y a la le refus d'accepter l'idée que l'Ukraine pourrait partir, dans une direction opposée de celle qui est proposée par la Russie. Vous abordez ce sujet, voilà, parce que il est là, il est sur la table, parce que l'Ukraine est agressée mais quand on vous lit, vous regarde vos autres textes, vous publiez j'ai l'impression que vous publiez un roman par an au moins, donc c'est vraiment un rythme très soutenu. Vous parlez
de géographie très différentes et vous avez toujours une position, politique dans ce que vous écrivez. Pourquoi est-ce que voilà, c'est une question plutôt philosophique, peut-être générale comme ça, pourquoi est-ce que il est important pour vous, en tant qu'écrivain, de ne pas rester uniquement dans ce domaine esthétique, mais voilà, de faire cette espèce d'engagement pour des autres? C'est mon rapport à l'écriture. Je serais bien en mal de répondre à la question de pourquoi c'est comme ça. C'est pas vraiment un choix, c'est une sensibilité. C'est-à-dire que effectivement, je nourris mon désir d'écrire de beaucoup du spectacle du monde, de mes colères de citoyen, de mes interrogations aussi, de mes peurs. J'ai écrit par exemple, puisqu'on parlait de Nous l'Europe, j'ai écrit Nous l'Europe à une période qui paraît bien lointaine maintenant, où les voix dominantes en Europe étaient plutôt, il y avait une espèce de montée des voix qui disaient qu'il fallait quitter l'Europe, que l'Europe c'était fini, etc. Moi, en tant que citoyen, ça me faisait peur et j'avais l'impression que c'était une erreur profonde. Donc c'est tout simplement d'abord pour ça que je me suis emparé du sujet et vous avez fait référence à d'autres textes. C'est vrai que moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je prends pas la page d'écriture comme une page de confidence. Pour moi, c'est pas ce mouvement-là qui se joue. Je sais que ça peut être le cas en littérature et ça peut même faire des très très beaux livres. J'ai aucun problème avec ça. Mais simplement, moi, ça marche pas pour moi comme ça. J'ai pas envie de me recueillir avec la page. J'ai pas envie de faire de confession. Je pense que ma vie n'a aucun intérêt pour les lecteurs. En revanche, utiliser la page que j'ai devant moi et le stylo comme un outil de projection vers des réalités qui ne sont pas les miennes, mais que je vais essayer d'approcher, que je vais essayer de comprendre, ça me passionne. Et c'est pour ça probablement qu'effectivement, maintenant que le temps a un peu passé et quand je regarde les différents livres, il y a une géographie qui peut paraître très éclatée, parce que c'est vrai que bah, il y a des tas de choses qui me passionnent et qui sont différentes dans des époques ou des lieux différents. Mais le lien avec tout ça, c'est qu'au fond, le sujet, c'est toujours le même. Le sujet, c'est l'homme ou la femme, hein, je veux dire l'humain. Euh, comment est-ce que l'homme reste debout dans l'épreuve, dans le malheur, dans la tragédie? Ça, c'est des thèmes qui font un fort lien entre tous mes livres. Donc j'imagine que l'Ukraine, dans cette, terrible épreuve que nous traversons, voilà, c'est aussi un exemple d'un peuple, des hommes et des femmes, hein, qui tiennent debout devant un danger. C'est ça peut-être qui rend à vos yeux l'Ukraine aussi intéressante à vos yeux au point de l'inclure dans un livre qui est déjà publié et un spectacle qui était déjà, mis en scène. Hem, il y a beaucoup pas beaucoup, mais il y a quand même de la violence, dans vos livres, donc j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse en tout cas parce que vous commencez dans votre premier roman, 2001, donc ça fait déjà des années, qui s'intitule «Cri» et donc voilà, ce roman il raconte, cette vie, on va dire cette vie de tranchée, n'est-ce pas? Voilà, les cris dans les tranchées, cette grande guerre de 14-18, cette guerre, terrible, au milieu de l'Europe, qui avait importé de 2 millions de vies. Donc, quel est le rôle de la violence dans vos textes? C'est vrai que la violence est présente, et même assez très présente. La seule petite nuance que je peux apporter, c'est que j'espère qu'elle n'est pas accablante pour le lecteur, parce que c'est pas du tout dans cette idée-là que je veux la convoquer dans mes livres. Je veux la convoquer comme une sorte de toile de fond pour montrer justement que moi, ce qui me touche le plus, c'est comment l'être humain est capable comme je disais tout à l'heure, de rester debout face à ça, de rester digne, de rester humain. Euh, et comment est-ce que justement cette violence qui surgit dans nos vies parfois est une épreuve qui pose deux questions en fait. La première, c'est d'essayer d'éviter la violence qui pourrait vous faire du mal, qui pourrait vous détruire. Et la deuxième, c'est d'essayer d'éviter de se déshumaniser dans le combat contre la violence. Le roman sur la guerre 14-18 que j'ai écrit, le premier roman, parle beaucoup de ça. C'est-à-dire que ces jeunes gens de 20 ans qui étaient sur le front essayaient bien sûr de sauver leur peau et de survivre, mais avaient aussi à faire avec la question de savoir est-ce que quand on rentrera, quand tout ça sera fini, est-ce qu'on sera encore humain ou est-ce qu'on aura été trop loin en fait? Et ça, c'est une question que je trouve vertigineuse, mais qui est posée à l'humanité depuis la tragédie grecque. Comment est-ce que le débordement de pulsions peut parfois nous faire sortir de l'humanité?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc comment garder l'humanité? Et d'ailleurs, et quelle serait votre vision sur, cette humanité, sur ce fait de pouvoir rester debout aujourd'hui quand on regarde, mettons l'Europe aujourd'hui? Est-ce qu'à votre avis, l'Europe tient bien, tient bon face à tous les, on va dire, défis qui l'entourent? Je parle bien sûr de la Russie, mais il y a d'autres aussi. Donc comment est-ce que vous croyez que, donc, ou au contraire, vous voyez certaines faiblesses qui sapent aussi cette capacité de se tenir debout de l'intérieur de l'Europe? L'Europe a toujours eu des faiblesses, j'allais dire, qui sont quasiment son ADN. Et notamment une d'entre elles, je pense, c'est très important de le dire parce qu'il faut en prendre conscience, c'est la lenteur. Et je crois très fondamentalement que l'Union européenne est lente par définition et par essence. Et c'est quelque chose qui peut faire naître énormément de frustration, d'abord pour les Européens, mais aussi parfois pour ses voisins qui aimeraient qu'elle aille plus vite, qu'elle fasse mieux, qu'elle comprenne les situations plus rapidement. Je ne dis pas du tout ça pour l'excuser, je dis simplement que je pense que euh, l'Union européenne a été pensée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire au sortir d'une période où le dogme et la vitesse de pensée avaient mené l'humanité au bord du gouffre, en fait, avec notamment le nazisme, cette espèce de manière d'être tous derrière un seul homme sans réfléchir, d'accepter la vitesse politique comme une vertu. Je pense que l'Europe s'est construite en réaction à ça et a posé au centre même de son dispositif la nécessité du consensus, donc de la discussion, donc de la lenteur qui va avec. Euh, Est-ce que l'Union européenne peut changer de ce point de vue-là et essayer d'accélérer un petit peu, de modifier sa manière de faire? Je ne sais pas, je n'en suis pas certain. Je crois que le grand nombre aussi que nous sommes pose sans cesse cette question de la lenteur. Effectivement, se mettre d'accord à 27, c'est plus compliqué que de se mettre d'accord à 2 ou 3, c'est sûr. Et donc voilà, c'est certainement une faiblesse constante de notre Union européenne. L'autre, qui est plus conjoncturelle, je pense, mais très inquiétante en ce moment, c'est que pendant très longtemps, les partis d'extrême droite ou de droite extrême qui avaient un discours anti-européen en disant c'est euh, c'est la fin de la souveraineté nationale, il faut donc sortir de cette structure qui n'a aucun sens, etc., etc. C'était le cas de tous les partis d'extrême droite européens. Depuis quelques années, ça n'est plus du tout le cas. Et depuis quelques années, ces mêmes partis ont plutôt adopté un discours qui consiste à dire qu'on va changer l'Europe de l'intérieur et que si d'ailleurs l'Europe peut devenir une entité d'extrême droite, ça leur va très bien et on gardera la structure plurielle européenne. Ça pose un nouveau challenge pour les Européens plus démocrates et dont je fais partie. C'est comment lutter contre cette idée que, bah, en fait, il y a une concurrence de projets européens. Il y a un projet social-démocrate ouvert, et puis il y a un projet plus dur, plus oui, plus radical. Alors il faudra qu'on m'explique comment est-ce que ce projet arrive à maintenir la question du nationalisme, la question de l'Europe, mais ça, c'est pour l'instant, ils ne s'en sont pas bien expliqués. Et ça, je crois que c'est une difficulté actuelle qui est née depuis pas très longtemps, finalement, depuis 5 6 ans. 5-6 ans, il y a aussi un nombre de pays de l'Est de l'Europe centrale qui rajoute en quelque sorte à ce, voilà, à ce discours, comme vous dites, plutôt nationaliste, on va dire, extrême droite, et voilà, cette fermeture, et cetera. Pour ce qui est l'Inter, donc il y a un moment très très amusant dans votre texte où vous essayez d'expliquer, pas de justifier, mais d'expliquer cette lenteur à 27, et donc vous donnez l'exemple de conseils de résidence, c'est ça? Des meubles qui essaient de se mettre d'accord, sur un point. Donc nous avons tous expérience, j'imagine, de ce que ça peut représenter, que de se mettre d'accord entre 27 personnes. Voilà, quoi dire, de cette capacité de se mettre d'accord, pour les 27 pays qui ont chacun son gouvernement, parlement, président ou premier ministre. Donc tout ceci, bien sûr, c'est lent, et bah, malheureusement, Et oui, en donc ça plus, ça joue. et en plus, quand il est Oui? question d'argent, ça rajoute beaucoup de lenteur. Oui, donc il y a personne qui est pressé, et donc ça fait traîner. Mais au fond, après, il y a des moments dans l'histoire comme, par exemple, ce moment-là où nous nous retrouvons, nous les Ukrainiens, c'est que en fait,
ça devient très vital la vitesse parce que c'est vrai qu'on se rend compte que, ce qui la force de la démocratie est à la fois sa faiblesse parce que, bah, la force de la démocratie que c'est de tout peser, d'avoir le consensus, d'avoir un dialogue, d'avoir cette diversité d'opinions et cetera, tout ce qui constitue en fait le cœur de la démocratie, que de pouvoir échanger les arguments, se faire convaincre ou convaincre les autres. Donc en fait, ça constitue aussi une faiblesse parce que justement les régimes autoritaires auxquels nous faisons face souvent comme, par exemple le régime de Vladimir Poutine, ils prennent des décisions très vite et font des alliances à une vitesse incroyable. Tels que, par exemple, aujourd'hui, la Russie qui se met d'accord avec Chine pour certaines technologies, avec, Corée du Nord pour certains obus, avec Iran, avec certains types de Shahed, ces drones, voilà, qui font beaucoup de dégâts ici en Ukraine. Donc ils procèdent rapidement alors que les démocraties, on est en train de, voilà, de regarder, de peser les pour et les contre et donc chaque déci et après on perd le temps et après on n'est pas tellement efficace, on est obligé de faire la même chose mais à un coût supérieur et donc c'est un grand dilemme, en fait. On se dit: «Mais comment est-ce qu'on peut être fort sans perdre la capacité d'être démocratique?» Est-ce que vous êtes écrivain, vous n'êtes pas politologue, mais est-ce que vous avez une réponse à cette question? Non, non, mais la façon dont vous venez de l'analyser, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. C'est ce que j'essayais de dire aussi, juste avant. Je pense que c'est une, je crois que c'est une caractéristique de l'Europe, cette lenteur, malheureusement, si je puis ajouter ça. C'est-à-dire que je fais pas du tout l'éloge de cette lenteur, hein, mais je pense qu'effectivement, un régime autoritaire sera toujours plus rapide, tout simplement parce que la chaîne de décision est courte et qu'il y a moins de il y a pas besoin de demander son avis à qui que ce soit. Donc l'Europe sera toujours en retard par rapport à ça et en plus, le nombre de pays européens fait qu'on peut aussi être dans des situations où tout le monde n'est pas d'accord sur le choix à faire. Et là, ça rajoute encore de la lenteur. J'ai bien conscience en disant ça, en tant que Français habitant à Paris, il y a quelqu'un qui est en Ukraine en ce moment, que c'est très douloureux pour les Ukrainiens, bien sûr, de constater cette lenteur. J'imagine qu'il y a matière à enrager un peu. Je ne sais pas, je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas comment l'Union européenne peut être plus rapide en fait. C'est une question politique fondamentale, mais être au bon rythme de l'histoire. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la grande faiblesse de l'Europe, c'est qu'elle est toujours un peu en retard. Et ça a été le cas pour toutes les crises. Est-ce qu'elle peut corriger cette chose-là? Je ne sais pas. Je crois que je ne suis pas assez spécialiste de politique pour le savoir, mais je pense qu'on a maintenant clairement l'analyse qu'au moins ça fait partie de nos problèmes et qu'il va falloir effectivement peut-être qu'on trouve une solution. Est-ce que ça veut dire accepter comment dire, de revenir aussi à un cercle européen de pays plus concentrés pour certaines décisions? Ça avait été évoqué il y a quelque temps en disant, bon voilà, il y a 27 pays, mais on pourrait aussi faire un cercle de 4-5 pays pour que le chaîne de commandement, d'une certaine manière, soit plus courte. Il y a peut-être des choses comme ça qui vont naître, bien sûr. Oui, oui, c'est... Donc il y a, voilà, toute cette réforme de l'Union européenne qui est en Mais discussion, vous savez, oui, heu pardon. Oui. Non, non, je pense aussi que chaque crise, comment dire, met à nu des faiblesses de l'Union européenne et la force à réagir. Donc ça, je crois que c'est vrai. L'Union européenne va devoir absorber ces faiblesses, y réfléchir et proposer des solutions. Alors bon, est-ce que ça ira au rythme suffisant pour être une aide réelle et concrète au peuple ukrainien? Ça, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y aura une réflexion sur tout ça et que l'Europe a toujours avancé comme ça, en fait, par série de crises. Mm. oui, donc il y a ça fait avancer, donc vous êtes européen Oui, alors convaincu vous, ça vous fait une et belle jambe, mais non, non, mais oui. oui. Quand on parle de, quand on d'ailleurs, vous avez fait une avance, on va dire, à l'Ukraine puisque l'Ukraine figure dans votre banquier de peuple, alors qu'on n'est pas un membre de l'Union européenne, même si on est pays candidat actuellement. Et d'ailleurs, au cœur de ces débats autour de l'Europe, il y a cette notion d'élargissement qui est toujours débattue. Est-ce qu'on doit s'élargir? On ne doit pas s'élargir? Donc on s'est élargi au fur et à mesure et donc est-ce que pour vous
personnellement et pour, ce que vous percevez comme opinion publique autour de vous, la question de l'appartenance de l'Ukraine à l'Europe ne fait plus de doute ou si quand même il y a des voix qui disent que oui, l'Ukraine c'est bien, mais ils sont pas tout à fait européens, donc il faudrait peut-être les faire attendre encore des décennies? Alors, il n'y a pas de réponse simple à cette question compliquée, hein. Moi, je pense qu'il y a 2 axes à cette question. Si on prend le désir ukrainien et je crois qu'il y a aucun doute, il y a un appel, il y a un désir d'Europe en Ukraine. Il y a une répulsion, je pense maintenant pour des dizaines et des dizaines d'années du du voisin russe qui fait qu'évidemment, on peut imaginer que l'Ukraine dans l'avenir, va se construire contre, d'une certaine manière, la Russie, dans la culture, dans le voilà, l'agression a d'ores et déjà et la guerre a d'ores et déjà été beaucoup trop loin pour que ça ne laisse pas de cicatrices, de plaies profondes. Donc je crois effectivement que l'avenir, je veux bien croire que l'avenir ukrainien est du côté de l'Europe, en tout cas, de se tourner très clairement du côté de l'Europe. Et je comprends d'ailleurs que vous en ayez envie. Probablement aussi du côté des États-Unis, hein, parce que les États-Unis ont aussi aidé, et il y aura sûrement une Ukraine pro-américaine qui d'ailleurs sûrement existe déjà. Donc voilà. Après la question de est-ce que l'Europe a envie de l'Ukraine, c'est une autre question. Elle est douloureuse parce que je pense que pour une part, oui, il y a des tas de gens qui, notamment les politiques, à mon avis, qui comprennent que d'un point de vue géopolitique, il est important que l'Ukraine soit accueillie. Après, est-ce que les peuples européens sont prêts? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pose la question parce que l'élargissement des pays de l'Union européenne aux pays de l'Est a déjà posé tellement de problèmes et de gens qui râlaient en disant ça y est, on est trop nombreux. Ce qui, à mon avis, est une erreur, parce qu'il n'était pas possible de faire autrement, c'est ce que je dis dans le texte. Comment, en 1989, quand le mur de Berlin tombe, dire aux ex-pays de l'Est, non, vous ne rentrez pas dans l'Europe? C'est inimaginable, c'est inimaginable, on n'aurait pas pu faire ça. Ils n'avaient qu'une envie, c'est sortir de la période soviétique, de nous rejoindre. Je vois même pas comment on aurait pu fermer la porte en disant non, non, patientez 20 ou 30 ans. Donc, mais pour autant, on sait que l'élargissement a posé des problèmes d'avancée politique à l'Europe. Donc voilà, il y a cette espèce de dualité euh, qui va forcément se régler sur un temps. Là aussi, encore, je suis désolé de revenir à ça. Et encore une fois, je n'en fais pas un désir personnel, hein, mais je crois que malheureusement, ça va se faire dans la lenteur. Oui, Mmh. dans une certaine Donc lenteur. ça va prendre du temps. Ouais. Vous Après, avez si tu voyagé, me vous dis, avez pardon, hein, il y a une chose qui ne concerne pas l'Europe et qui me frappe beaucoup avec l'Ukraine en ce moment, c'est la référence à la guerre d'Éthiopie, la deuxième guerre d'Éthiopie, la guerre que Mussolini a menée contre l'Éthiopie. Moi, je crois qu'il y a énormément d'échos à aller chercher, à rapprocher ces deux moments-là. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est un dictateur qui attaque, et qui donc le fait au nom de valeurs soi-disant patrimoniales. Alors Mussolini, c'était parce que l'Italie avait perdu l'Éthiopie et que c'était un affront qui persistait depuis des années et qu'il voulait laver cet affront, cette insulte. Il voulait montrer que l'Italie était à nouveau forte, etc. etc. Autant de discours qui ne sont pas très éloignés de ceux que peut porter Vladimir Poutine aujourd'hui sur la nation, etc. Donc c'est un peu les mêmes raisons qui font envahir. Et puis surtout, je trouve que ce qui se joue fondamentalement, c'est aussi la question de l'ordre mondial, en fait. Et pour ceux qui ne voient pas très bien en détail la Seconde Guerre d'Éthiopie, et je comprends que ce soit le cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, qui a dû quitter son pays suite à l'annexion par l'Italie fasciste, donc, puisqu'il y a d'abord une défaite de l'Éthiopie, est en exil en Angleterre et va faire un discours à la Société des Nations, qui est l'ancienne ONU, et dans ce très beau discours d'Haïlé Sélassié à la SDN, il pointe du doigt le risque que l'invasion italienne en Éthiopie représente la fin de l'ordre mondial. C'est-à-dire que si, dit-il, les petits pays ne sont pas assurés de leur sécurité, alors il n'y a plus d'ordre mondial en fait. Et ça, je crois que ça doit on a un écho très direct avec ça. C'est-à-dire que
il est tout à fait légitime de parler de la position de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine en ce moment, c'est central. Mais on peut aussi élargir en disant, mais que pense le monde en fait de cette question-là? Est-ce qu'un gros pays peut en annexer un moins gros, son voisin, simplement parce qu'il l'a décidé? Moi, je trouve que c'est une question qui est posée en fait à un cercle beaucoup plus large. Oui, c'était une question absolument fondamentale. Je suis absolument d'accord avec vous parce que c'est la question qui dresse les fondements en fait de notre monde. C'est-à-dire que si on accepte que un pays, qu'il soit grand ou petit, mais qu'il agresse un autre pays et qu'il reste impuni, qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de loi internationale qui est opérable. Et je ne parle pas de ces règles de l'ONU que bien sûr on est toujours très concerné quand il y a ça fait des beaux discours, mais après finalement on se retrouve toujours à table avec la Russie qui est un État nucléaire et qui est membre du Conseil de sécurité et qui pose son veto à toutes les décisions. Donc si on se dit qu'il y a les uns qui peuvent voilà, violer les frontières des autres, voilà, on entre dans une espèce de jungle global où justement, très simplement, celui qui est plus fort, il a raison. C'est-à-dire, ça change, les acquis, si on peut pas, dire comme ça, de 20e siècle ou qui a fait couler beaucoup de sang, n'est-ce pas? Lors de Première et Deuxième Guerre mondiale et donc il y avait quand même des principes qui étaient fondés sur, voilà, l'idée de ne pas toucher à des frontières et cetera. Donc si on permet à Poutine aujourd'hui de faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire que ça serait une invitation tacite, implicite aux autres. Voilà, qui regardent, très attentivement ce qui se passe en Ukraine parce qu'après ça sera, voilà, à eux d'agir et puis à eux de décider ce qu'ils veulent faire avec, les tant que les autres, la communauté internationale, soit bien sûr concernée, bien sûr, pas très contente, mais qui finalement qui n'agissent pas. Donc il y a au sein de tout ça, il y a cette action-là, donc c'est, l'action et puis la capacité de se défendre et la capacité de cette action collective Mhm. au niveau global Et qui compte et donc c'est ça que teste absolument. Poutine, en fait. Et c'est d'autant plus vrai avec l'Ukraine, encore plus qu'avec l'Éthiopie en 1936, qu'il y a quand même ce mémorandum de Budapest en 1994, avec l'abandon du nucléaire ukrainien, quand même contre la garantie d'une certaine intégrité de son territoire. Euh, Oui, c'est une blague. C'est devenu une blague très sarcastique ici en Ukraine que de se rappeler de ce traité de cet accord de Budapest que voilà, de choisir un garant tel que la Russie pour, garantir la sécurité, or que rien n'est garanti et puis les autres pays, Angleterre, la Grande-Bretagne et les et États-Unis les qui ont États-Unis. aussi Donc, signé. ça pose quand même la question, là aussi, de l'ordre mondial, en fait. Oui. Exactement et donc c'est ta capacité d'agir. Donc voilà, ça touche la question fondamentale. Donc est-ce que les plus grands, les plus forts, ils peuvent manger les autres parce que tout simplement ils le veulent? Ça pose aussi la question des armes nucléaires. Donc il y a vous avez d'ailleurs un livre tout à fait récent, n'est-ce pas, sur la fin du monde. Donc c'est le livre qui date de 2023, n'est-ce pas? Sur, voilà, sur cette catastrophe. Quelle est votre, réflexion en tant qu'écrivain sur, le possible fin du monde? Ah bah, je crois que je crois que c'est une question, malheureusement, je veux pas je veux pas déprimer les gens qui nous écoutent, mais je crois que c'est une question avec laquelle, notre génération va avoir à faire. C'est pas tout à fait récent. Je pense que c'est le choc nucléaire, si je puis dire, le choc de la découverte de la bombe atomique, c'est quand même ça. C'est quand même réaliser que pour la première fois depuis le début de son histoire, l'humanité était en capacité de s'autodétruire en fait. Ça crée cette question de fin du monde, ça la rapproche, ça la rend concret, surtout ça la déplace. C'est-à-dire que pendant longtemps, elle a toujours accompagné les civilisations, mais elle venait des dieux, elle venait d'un cataclysme naturel, elle venait d'une météorite qui viendrait frapper la planète Terre. Depuis l'invention de la bombe atomique, cette question de la fin du monde, elle est entre nos mains d'une certaine manière, et ça c'est très nouveau. Et finalement, si on dézoome un tout petit peu, c'est pas si vieux, hein, 1945, voilà, à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose. Je crois en plus que cette question est réactivée aujourd'hui pour les plus jeunes générations avec autre chose que la question nucléaire, mais la question de l'environnement et de la détérioration de notre planète et de notre nature, qui repose exactement la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, nous n'avons
pas sans le savoir, sans le vouloir pendant un certain temps, puis en le sachant et en ne changeant pas, est-ce que nous n'avons pas endommagé de manière, définitive un certain nombre de choses dans notre environnement, le monde animal, le monde naturel? Et est-ce que tout ça ne nous précipite pas un peu plus vers une potentielle fin du monde? Alors, je ne veux pas, accabler qui que ce soit, je pense sincèrement qu'il y a encore les moyens de réagir, d'agir, mais c'est vrai que du coup, cette question-là, de la fin du monde, de la catastrophe, je crois elle va beaucoup accompagner la production artistique des 10, 20, 30 prochaines années, parce qu'elle est une sorte d'inquiétude partagée dans quel que soit le pays dans lequel on vit, euh, parce que justement, elle est globale, et généralement, l'art se fait assez volontiers l'écho des inquiétudes d'une époque. Je crois que la catastrophe est la grande inquiétude de l'époque, oui. Oui, cette, inquiétude est d'autant plus forte pour les Ukrainiens parce que, déjà un pays qui avait connu Tchernobyl, voilà, cette catastrophe de Tchernobyl en 86 et surtout même aujourd'hui à partir de, mars 2022, la station nucléaire de Zaporijia est occupée par les troupes russes et qui c'est un objet de chantage très ponctuel, régulier, donc de la part de la Russie. Voilà, même si voilà, on espère bien sûr qu'ils sont pas fous au point de faire, la faire exploser et puis, voilà. Mais, même sans le vouloir, il y a des problèmes de refroidissement en fait, des cessations parce que à cause de combats, les lignes d'électricité sont souvent endommagées, donc il y avait déjà plusieurs épisodes. On a déjà perdu le compte, en fait, 5, 6, peut-être plus que cela, et d'épisodes où, en fait, cette centrale nucléaire était privée d'électricité. Ça voudrait dire qu'il y ait des risques, des fuites, voilà, des éléments radioactifs dans la nature, comme selon le scénario de Fukushima, par exemple. Donc tout ceci, est malheureusement trop réel. Voilà, ça sans pour autant dire qu'on est, bah, qu'on est effrayé ou qu'on est paralysé parce qu'on n'a tout simplement pas le choix. On est dans cette situation-là, mais c'est vrai que et voilà, donc ce que vous avez dit aussi sur, cet accord de Budapest, c'est qu'en fait, le fait que la Russie est un État nucléaire, qui dispose des armes nucléaires et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, aujourd'hui, donc sans que pour l'instant, donc 2 ans et plus que 2 ans après la grande invasion russe, il y a donc toute la communauté internationale qui largement, on va dire, du côté ukrainien, en tout cas, je parle de monde européen, américain, donc les pays démocratiques. On n'arrive pas pour l'instant de l'arrêter. C'est aussi ça, c'est une leçon aux autres, c'est que voici, il faut se procurer une arme nucléaire, on pourra faire ce qu'on veut. Et c'est-à-dire que toute cette politique des décennies que de désarmer des pays qui aient moins d'armes nucléaires parce que ça représente un danger. Et donc ça va aller au contresens parce que plusieurs autres vont se dire, mais écoutez, c'est ça qui protège, c'est ça qui permet de faire des choses, donc armons-nous davantage. Donc c'est pas tellement compliqué aujourd'hui à l'heure actuelle de se procurer une arme nucléaire et donc ça multiplie bien sûr des risques de ce que voilà, ce qu'on appelle le fond de monde, n'est-ce pas? Absolument, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la situation actuelle, et pour l'instant le fait que Poutine n'ait pas mis en échec de manière internationale, probante, est une publicité vivante pour la prolifération nucléaire. C'est-à-dire que je suis d'accord, tout le monde va se dire en fait c'est la seule solution pour pour être inattaquable. Oui. Oui, en quelque sorte. Vous avez voyagé dans les géographies très différentes, vous avez écrit aussi des reportages, voilà, de plusieurs coins du monde, mais c'était pas voilà, c'était pas ce coin du monde, c'est pas cette géographie, de la Russie, ni de l'Ukraine, ni de ces pays de ce bloc, post-soviétique et pourquoi donc c'était jamais intéressant pour vous que de se rendre dans ce coin de l'Europe? Ah bah, vous savez, c'est les hasards de la vie aussi, et puis ça doit être un petit, tropisme personnel. J'ai un goût très prononcé pour la Méditerranée, alors que je suis pas méditerranéen, ma famille n'est pas du tout de là, mais c'est vrai que je me sens très profondément méditerranéen pour des tas de raisons un peu étranges, et je me sens bien dans ces pays, aussi différents soient-ils. Il y a sûrement quelque chose avec le soleil, avec la chaleur, avec la lumière de ces coins-là qui me bouleverse beaucoup, qui m'inspire. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, je ne sais pas où mes pas me porteront demain. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, moi, il y a une espèce de curiosité de voir comment le monde est, le monde tourne, le monde va mal ou va bien, qui pourrait bien un jour me porter vers l'Ukraine. J'aimerais beaucoup, oui, bien sûr. Oui. Je sais, voilà, donc si vous aimez le climat méditerranéen, j'ai d'ailleurs remarqué, voilà, il y a quelque chose de Camus dans votre obsession avec le soleil et
quelque chose de qu'amusant. Ah Bon, bah, il y a un oui. point en Ukraine, il y a un point en Ukraine, Mais voilà, il y je a vais aller à Crimée, donc Odessa, en là, fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Odessa, mais aussi Kherson, mais aussi Crimée. Crimée Le libérée Crimée. un jour après la victoire ukrainienne, ça sera un beau coin à découvrir avec le climat qui ressemble beaucoup à celui que vous aimez de l'Italie ou de l'Algérie de l'autre côté. Donc il y a des endroits qui ressemblent tout à fait à Alors le cela, donc ça lendemain de sera la libération de la Crimée, j'y suis, promis. promis. Merci beaucoup Laurent pour cet Merci entretien et Tatiana. pour votre solidarité avec l'Ukraine, voilà, qui va jusqu'à inclure le cas ukrainien dans votre poème, Nous l'Europe, le banquet du peuple. Et merci beaucoup. Merci à vous. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Laurent Godet, l'écrivain, prix Goncourt de 2004, l'auteur de Nous, l'Europe, banquet de peuple, qui sera en représentation unique au Théâtre de la Concorde jeudi le 6 juin. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.